votre présence au sein du Grand Amphi. J'espère que vous allez bien. Merci de votre patience. Je pense que vous êtes impatients d'assister à cette conférence avec Madame Dati, que je tiens d'ores et déjà évidemment à remercier de sa présence, comme je viens d'échanger avec elle, et dire que la plupart d'entre vous n'étaient pas encore étudiants au sein de l'école. Nous avons déjà eu le plaisir de l'accueillir lors d'un café politique il y a maintenant 4 ans. Donc vous voyez qu'elle est très disponible et qu'elle sait justement se rendre disponible et venir échanger avec nos étudiants. Donc rien que pour ça, j'aimerais d'ores et déjà vous la remercier chaleureusement à l'applaudissement. Évidemment, je tiens à remercier les étudiants des associations, notamment les étudiants de l'association L'Échiquier, qui ont œuvré pour que cette rencontre ait lieu. Donc merci à eux, bravo, félicitez-les également. Passer la parole, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne conférence à tous. Madame la ministre, mesdames et messieurs, bonsoir. Avant toute chose, je tiens à remercier Madame Dati de nous faire l'honneur de sa présence, ainsi qu'à l'ESG Management School de permettre à l'Échiquier de recevoir des invités de ce prestige, et à notre directeur des études, Monsieur Gourdet, d'être présent. La conférence se déroulera de la sorte. Tout d'abord, Jules et moi ferons une brève introduction. Ensuite, un débat sera mené par notre président, Benjamin Braconier, et notre membre d'honneur, Alexandre Morel, avec Rachida Dati. Enfin, vous pourrez revenir sur les points évoqués avec une séance de questions-réponses. Alors, Madame Dati, vous êtes née à Saint-Rémy. Vous êtes une personnalité incontournable de la droite française et avez exercé les plus hauts postes d'État, notamment ministre de la Justice, de 2007 à 2009. Vous êtes actuellement ministre députée européenne des maires du 7e arrondissement. Et pourtant, rien ne prédestinait Mme Rachida Dati à un tel destin à l'américaine. Deuxième d'une famille immigrée maghrébine de 11 enfants, aux revenus modestes, la petite Rachida grandit à Chalon-sur-Saône, dans le quartier des Prés-Saint-Jean. Elle effectue sa scolarité dans une école privée catholique, puis dans un lycée public où elle frise l'exclusion. Excusez-moi. Vous me raconterez ça. Elle obtiendra son bac en 1983. La jeune Rachida envisageait initialement une carrière médicale, qu'elle débutera avec une formation d'aide-soignante obtenue lors d'un entretien coup de poing avec le directeur de la clinique Saint-Martin, alors qu'elle n'a qu'à peine 17 ans. Elle suit finalement un parcours universitaire à Assas, où elle obtient une maîtrise en sciences économiques à l'été 1991. Pleine d'énergie, et c'est un point qu'elle partage avec Nicolas Sarkozy, qui la repérera plus tard, elle enchaîne les petits boulots. Vendeuse, standardiste, veilleuse de nuit. Toujours est-il qu'en 1995, Simone Veil l'incite à opter pour la magistrature. Rachida Dati doit donc se remettre aux études et obtenir au minimum une maîtrise de droit, indispensable pour devenir juge. Elle sera nommée par décret du 20 juillet 1999 à 34 ans dans son premier poste de magistrate comme juge au tribunal de grande instance de Péronne, où son franc-parler légendaire lui vaudra un blâme. Après quelques tentatives en politique peu concluantes, le tournant se produit en 2002. Sa persévérance lui permettra d'intégrer le cabinet du nouveau ministre de l'Intérieur, M. Nicolas Sarkozy, en 2002. En 2006, elle adhère à l'UMP, dont elle deviendra en 2013 la vice-présidente, aux côtés de Jean-François Copé, et où elle reste encore aujourd'hui l'une des personnalités phares. Lors de la campagne présidentielle de 2007, elle devient la porte-parole de Nicolas Sarkozy. Puis, sa loyauté et ses compétences lui vaudront une place au gouvernement de M. François Fillon de 2007 à 2009 en tant que garde des Sceaux, où elle remettra les valeurs de la droite au centre de la justice française. 3 lois marqueront son bilan, notamment les peines planchers prononcées une fois sur 2, la réforme de la carte judiciaire engagée et le vote de la rétention de sûreté. En outre, en 2008, elle deviendra maire du 7e arrondissement de Paris et elle quittera ses fonctions au ministère suite à son élection en 2009 au Parlement européen. Bien, maintenant, nous allons continuer, nous allons rentrer dans le dur de la conférence avec mais je vous demande d'accueillir Mme Rachida Dati.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie que vous soyez tous aussi nombreux, mais vu la présentation, j'ai eu un doute, je suis sûr que c'est moi qui l'ai invité, pas tout à fait, mais ça sent Wikipédia, ça. Alors oui, je suis née à Saint-Rémy, pas Saint-Rémy, là c'est juste. J'ai travaillé à la clinique Sainte-Marie, mais pas Saint-Martin. J'ai effectivement été soignante, mais j'ai commencé très tôt, c'est-à-dire que j'ai commencé à 16 ans et demi à travailler, à plein temps à ce jour. C'est-à-dire que j'ai des contrats indéterminés depuis l'âge de 16 ans et demi à ce jour. Donc ma carrière a toujours été professionnelle. D'abord, et puis en parallèle des études. J'ai fait effectivement de l'économie, je me suis pas remise aux études, à chaque fois effectivement, j'ai fait tout en parallèle. Donc sur la magistrature, alors le BLAM, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, parce que je n'en ai jamais eu, j'ai eu un dossier de magistrature assez exceptionnel, parce qu'un jour, on m'avait effectivement sur une rumeur en disant que j'avais eu, je ne sais pas, des sujets, des problèmes sur la magistrature, j'ai fait publier mon dossier de magistrat, où dès mes premières fonctions, pardon du peu de modestie, mais il était inscrit magistrat exceptionnel voué à des fonctions très supérieures. Je suis devenue garde des Sceaux. Donc vous voyez, le plat, je ne sais pas où vous l'avez trouvé. Tout ça pour vous dire que il y a des, vous savez, il y a des traits de caractère, il y a que j'ai l'ambition, oui, mais j'espère que vous en avez toutes et tous. Sinon, vous ne feriez pas une école aussi prestigieuse que l'ESG. Et de toute façon, non mais c'est pas du tout caricatural ce que je dis, c'est une réalité. C'est-à-dire que le travail paye, il peut y avoir des inégalités, des injustices, mais quand même, au bout d'un moment, ça paye. Moi, j'ai toujours misé là-dessus de manière importante. Vous avez rappelé mon parcours personnel. Il n'est pas misérable ou misérabiliste, il est, comme beaucoup, sans doute d'entre vous, c'est vrai que je suis issue d'une condition sociale, ce qu'on appelle défavorisée, puisque mon père était ouvrier et j'avais des parents analphabètes. Donc c'est vrai que je n'avais pas vocation à devenir un jour garde des Sceaux, mais j'avais jamais exclu le fait qu'en faisant des études, je puisse un jour accéder, en tous les cas, des responsabilités, puisque je me suis donné parfois les moyens de ma politique. Alors, l'opération coup de poing de je ne sais pas avec qui, pour obtenir quoi, j'en sais rien. Une chose est sûre, c'est vrai que les postes ou les emplois que j'ai pu occuper, vous allez peut-être moins connaître ça étant diplômé d'une grande école, mais parfois il faut jouer des coudes pour démontrer, surtout quand vous êtes universitaire, ou quand, parce que les gens ne comprennent pas les parcours pas conventionnels. Quand par exemple j'avais des entretiens d'embauche, que je travaille à plein temps, en même temps que mes études, moi j'ai pas pu faire de grande école, non pas, j'ai pas tenté, c'est que l'université était le seul moyen pour moi de pouvoir travailler à plein temps et puis de faire des études. Pourquoi? Parce que c'était, les TD étaient obligatoires, mais pas les cours magistraux. Donc je récupérais les cours magistraux et j'allais uniquement en TD. Donc ça me permettait de valider mes années universitaires sur les travaux de Virginie. Expliquer ça à un employeur, c'est très compliqué. Donc ça demandait un peu plus d'énergie et un peu plus de force de conviction que d'autres. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu des rencontres assez exceptionnelles, mais les rencontres, vous les provoquez aussi, c'est pas... vous donnez aussi les bons arguments. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous m'avez donné la chance, j'ai fait le boulot. Voilà. Donc, voilà, c'est juste pour rectifier un peu, parce que je trouve que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses... on a beaucoup fantasmé sur mon parcours. De manière, parfois, on a décrit un parcours tout à fait exceptionnel, avec des choses extraordinaires qui ne sont pas vraies, ou alors des choses épouvantables qui ne sont pas vraies totalement. Donc, c'est-à-dire que pour beaucoup, je ne suis pas lisible. Mais si certains se reconnaissent dans mon parcours, vous pouvez le comprendre. Parce que c'est vrai que c'est pas lisible, parce qu'on est dans une société où il faut avoir la bonne étiquette, la lisibilité, être dans la convention. Et c'est vrai que rien dans mon parcours n'est ni conventionnel, ni dans l'étiquette. Mais j'ai fait le boulot. Voilà. Donc c'est comme ça que je peux résumer mon parcours. Alors, je voulais vous dire que moi j'ai été ravie de pouvoir être là ce soir à votre invitation. Vous disiez tout à l'heure
que si je reviens, c'est que j'ai du temps à consacrer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je consacre beaucoup de temps aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, parce que je trouve que, comme responsable politique, mais aussi comme citoyen engagé, on a une responsabilité vis-à-vis de vous, de venir aussi vous expliquer combien l'engagement citoyen est important, quelles que soient les fonctions ou les responsabilités auxquelles vous pouvez prétendre ou auxquelles vous accéderez. Donc c'est important qu'on puisse échanger. Et puis, alors, comme élu, c'est important aussi de se confronter avec les étudiants, qu'on ait aussi une contradiction. Certains, parfois, mes collaborateurs me disent, on m'invite dans des forums ou à des débats, on dit oh là là, non, c'est pas nos idées, ça va mal se passer. Au contraire, je trouve qu'il faut pouvoir débattre de tout, même quand on n'est pas d'accord, mais il y a une chose sur laquelle moi j'essaye à chaque fois d'avoir un message, c'est que vous puissiez avoir un engagement, vous puissiez vous votiez, et quand je dis voter, je ne viens pas là pour dire je suis responsable du UMP, votez pour l'UMP, c'est pas ça. Mais il faut absolument que vous puissiez vous exprimer. Parce que moi j'ai été très frappée par les élections européennes. Quand on voit ce que l'Europe vous apporte, ne serait-ce qu'en termes de mobilité. On n'est pas d'une génération très ancienne, mais moi je me souviens à la fac par exemple, où, sur les programmes d'échange, il y en avait peu. C'était uniquement réservé à des enfants ou des élèves ou des étudiants privilégiés. Aujourd'hui, pratiquement, vous avez tous voyagé très facilement entre les low cost, l'espace, la liberté de circulation, les programmes d'échange, les bourses, les aides. Vous pouvez plus facilement, il y a ne serait-ce que 20 ans. Et 20 ans, c'est pas si ancien que ça. Et sur les élections européennes, les jeunes sont ceux qui s'abstiennent le plus dans ce scrutin, alors que ça vous concerne le plus. Donc moi j'ai été très frappée par ça, de voir que la mobilisation politique sur votre avenir, il n'y a pas d'engouement là-dessus. Donc notre responsabilité, c'est aussi de vous dire, si vous avez des choses à dire, dites-le aussi en votant et en vous mobilisant. Donc l'essentiel de mes messages, c'est cet engagement civique et citoyen que vous devez tout savoir. Voilà, en gros, donc c'était juste pour rectifier un peu, mais je veux vous dire, à chaque fois que je fais des conférences ou des débats dans les grandes écoles ou dans les universités, j'ai toujours droit à un portrait. Et là, je me reconnais peu. Alors là, il a été très rapide, donc finalement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais c'est toujours un peu le Wikipédia qui a été, parce que je ne regarde pas, mais le Wikipédia plus ou moins truandé de temps en temps, donc ça donne des portraits parfois qui ne sont pas les bons. Donc voilà, je vous dis, il y a des choses fausses aussi sur Internet. Je regarde ce qui me concerne, il y a beaucoup de choses fausses. Au moins, c'est corrigé. On va revenir très rapidement sur votre engagement politique et le déclencheur qui a fait que vous êtes passé de cette fonction de magistrate aux responsabilités politiques. Le déclencheur, c'est quand on voit tous les dossiers qui arrivent sur notre bureau, on se dit que la loi elle est mal faite et qu'il faut l'améliorer, qu'il faut la changer, ou c'est ce que vous disiez, c'est des rencontres qui sont provoquées et des rencontres qui font qu'on finit par s'engager. Je pense à Simone Veil par exemple. Alors, moi d'abord, il y a deux métiers qui m'ont marqué et qui me marquent à ce jour, je trouve, qui ont été pour moi des métiers importants. J'ai fait, si je vous dis, j'ai commencé comme aide-soignante, mais j'ai été comptable, j'ai été contrôleur de gestion, j'ai été auditeur, j'ai été directeur financier, j'ai été directeur général d'une entreprise, et puis j'ai restructuré une PME, et puis ensuite j'ai intégré la magistrature. Donc quand j'arrive comme magistrat, j'ai déjà plus de 15 ans d'expérience professionnelle préalablement. Donc j'ai une vie professionnelle diverses, mais toujours avec le même fil conducteur. J'ai fait jusqu'au bout certains, mais dans des secteurs différents, mais avec des métiers assez similaires. Il y a deux métiers qui m'ont marqué, c'est aide-soignante et magistrat. Pourquoi? Ce sont deux métiers dans lesquels vous voyez la vérité des gens. La maladie et la mort, puisque quand vous êtes confronté, quand vous occupez d'un malade ou d'un mourant, j'ai fait beaucoup d'accompagnement dans le cadre des soins palliatifs. Il n'y a plus de statut, il n'y a plus de conditions sociales, il n'y a plus de débat. On est dans la vérité des gens, et dans la vérité de la nature humaine. Et la magistrature, pourquoi? Parce que ce soit au pénal ou au civil,
au civil avec telle personne, ou sur tout ce qui est succession, même sur le droit de la construction. On connaît la vie des gens. Alors au pénal, je ne vous dis même pas, parce qu'on fouille vraiment, on est dans l'intégralité des personnes, de leur vie, leur famille, leur intimité. Donc on est dans la vérité des gens. Et donc ce sont deux métiers qui m'ont toujours marqué. Et quand vous commencez comme aide-soignant, vous êtes frappé par certaines inégalités, certaines injustices. Et puis quand vous commencez dans le milieu professionnel, vous vous rendez compte que parfois vous dites ces fonctions-là, ben, je les aurai jamais parce que c'est réservé à une petite caste. Parce que moi je pensais que l'école vous amenait à l'excellence. J'ai souvent constaté que ça vous emmène à l'élitisme. Et l'élite, c'est... Je ne vous dirais pas, j'ai constaté aujourd'hui, il y a une décision d'un patron qui change, qui va dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on se refile les postes, on est dans la cooptation. Et donc je me suis dit, très jeune, en me disant, je pourrais faire toutes les meilleures études qui soient, mais j'en ai besoin pour quelqu'un comme moi. C'est incontournable. Si je n'ai pas de diplôme, je ne pourrais pas accéder au stade suivant. Mais il est clair qu'il faudra que je me batte si je veux effectivement accéder à des responsabilités dont je rêve, auxquelles je peux prétendre. Donc j'ai toujours eu à cœur de me dire s'il y a une injustice ou une inégalité, je la combattrai. Alors après, ça peut vous coûter, parce que ça demande de l'énergie, ça demande de la mobilisation, puis parfois vous faites des conneries, donc ça peut vous coûter cher, mais je suis jusqu'au bout. Et donc en ayant exercé tous ces métiers, c'est vrai qu'un jour, je me retrouve, parce que c'était Édith Cresson qui était Premier ministre. Moi, je travaillais, j'étais à l'époque auditeur, contrôleur de gestion et auditeur dans le groupe Lagardère. Et quelqu'un que je connaissais me demande de pouvoir intégrer un groupe auprès du Premier ministre de l'époque, Édith Cresson, qui était présidé par Simone Veil. Et donc on me demande d'être secrétaire général de ce groupe d'études, ce n'était pas du tout un emploi rémunéré, c'était en plus. Donc j'ai accepté, et donc j'ai fait un rapport là-dessus, et on a sympathisé avec Simone Veil, vous imaginez bien ce qu'elle incarnait, ce qu'elle pouvait représenter pour moi. Et puis on discutait sur l'avenir, et elle me disait, mais c'est dommage, il y a deux personnes, il y a Simone Veil et Marc Solon, qui était vice-président du Conseil d'État, donc un personnage important de l'État. Et en me disant, mais quelqu'un comme vous a une valeur ajoutée, quelque chose à apporter à la haute fonction publique française. Et là, à ce moment-là, on ne parlait pas encore de politique, mais plus vraiment... Oui, mais la politique, alors politique partisane, évidemment que non. Si vous prenez au final votre carte à l'UMP, 2 mois avant le début il faut parler de la politique partisane. Moi, je pense que c'est la politique vraiment... moi, je parle de combat politique, c'est de dire comment on lutte contre les inégalités, comment on évite qu'à l'école il y ait autant d'échecs scolaires, comment des enfants de conditions sociales défavorisées peuvent accéder aux grandes écoles. Donc mon combat, il est là. Et donc on me dit comment tu transformes ce combat. Le combat, il faut l'avoir dans la sphère publique. Même dans la sphère privée, c'est très limité. Et donc, par Marc Solon et Simone Veil, on me dit je pense que vous devriez intégrer la magistrature. C'est là où je passe du milieu économique et financier, je bascule dans la magistrature, et là, la magistrature, vous vous rendez compte que, comme vous avez le pouvoir de décision, c'est un métier d'autorité et de décision, vous vous dites, j'aurai le constat, puisque vous traitez des situations humaines tous les jours, et vous dites, moi j'aurai une légitimité à dire, la loi est mal adaptée, la loi est mal faite, il y a des carences sur ces sujets-là, et donc j'ai été amenée à m'exprimer sur des sujets de sécurité. Qu'est-ce qui m'amène à la politique vraiment partisane? C'est qu'un jour, Nicolas Sarkozy, que je connaissais d'avant, fait un discours sur la sécurité, et moi j'étais à l'époque procureur, et c'est un discours qui m'interpelle. Et à ce moment-là, je le rencontre et il me demande de travailler avec lui. Et c'est comme ça que j'ai accepté de travailler pour lui et j'ai porté une loi qui a été... c'est-à-dire que je l'ai rédigée et on l'a portée, qui a été votée le 5 mars 2007, ça a été 3 ans de travail, qui est une loi sur la prévention de la délinquance. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des outils, on a débattu hier au Conseil de Paris, ce sont des outils aujourd'hui extrêmement importants. Donc, c'est très gratifiant quand vous dites
quand même, mon combat n'a pas été vain. Donc, je suis amenée à travailler pour Nicolas Sarkozy, mais loin de moi de l'idée, un jour, d'avoir une responsabilité politique au sens partisan du terme. Moi, quand je travaille pour lui, après, je me dis, je fais cette collaboration, et ensuite, vous savez ce que j'avais envie de faire, d'intégrer le Conseil d'État. Et donc, on me propose d'intégrer le Conseil d'État, c'était Jacques Chirac à l'époque, avec Dominique Villepin, et Nicolas Sarkozy me dit, on va aller sur un projet qui est quand même assez exceptionnel, qui est une campagne présidentielle. Je souhaite que tu restes avec moi et je te nommerai porte-parole. Alors, c'est vrai que... Donc, vraiment grand saut dans la politique partisane, pour vous. Et puis vous portez, là, une ligne politique, un projet politique, une incarnation politique. Donc, en d'autres temps, j'aurais réfléchi et tout. Là, j'ai pas réfléchi, je dis oui, je gérerai après. Est-ce qu'on n'a pas peur à ce moment-là de s'éloigner de ce que vous disiez tout à l'heure en disant mon objectif c'est pas la politique partisane, c'est d'aider au maximum. Est-ce qu'on s'éloigne un petit peu du fonctionnel et du pratique et d'aller plus dans les grandes idées? Là après c'est votre tempérament, puis c'est votre caractère. Quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, on fait les internats d'excellence, on réforme la carte scolaire avec le ministre de l'Intérieur, on rédige un programme présidentiel. Enfin, moi, pardon de vous dire ça, c'est la plus belle expérience professionnelle de ma vie que d'avoir contribué à l'élaboration d'un programme présidentiel et ensuite de le traduire dans les faits. Parce que quand vous portez un texte devant la représentation nationale, que ce soit les peines planchées, la rétention de sûreté, quand on réforme la Constitution, moi j'ai réformé la Constitution, parce que comme garde des Sceaux, vous étiez gardien de la Constitution, c'est encadrer les pouvoirs du président, donner plus de pouvoir au Parlement et plus de droits aux citoyens. Et ensuite, cette réforme de la Constitution de 2008 a été la question prioritaire de constitutionnalité pour les juristes. C'est une avancée démocratique majeure. Je crée une autorité indépendante qui est le contrôleur de tous les lieux de privation de liberté. C'est-à-dire que quand vous réformez, on sort la machine à sceller la Constitution, qui n'avait pas été sortie pratiquement depuis 1958. Vous scellez cette Constitution et que votre signature soit à côté de celle de Michel Debré, quand même, ça incarne quelque chose. Et c'est très concret. Vous vous dites, j'ai quand même... C'est-à-dire que mes convictions ont été traduites dans les faits. Alors après, oui, vous pouvez faire... C'est le débat qu'on a en ce moment, pardon de vous ramener à ça. On est sur une campagne électorale. On est là à dire, le FN, anti-FN, pour FN, pas... C'est pas le sujet, moi. Mon sujet... Enfin, d'ailleurs, quand on fait de la presse, quand vous êtes sollicité, moi je refuse plus d'une fois des interviews parce qu'il n'y a aucun intérêt pour dire quoi et faire quoi. Donc là, vous avez raison, c'est pas, moi ma conception, c'est uniquement manier des concepts ou être dans l'idéologie ou des idées, ça ne m'intéresse pas, parce que là, j'abandonne. Donc là où vous avez raison, tant que je peux avoir des idées concrètes, mettre en place, expérimenter ce que je fais au Parlement européen, ce que je fais comme maire, ce que je fais comme responsable de parti politique, je continue. Mais c'est vrai que c'est gratifiant de ce point de vue-là. C'est très, d'abord, intellectuellement, c'est très intéressant, mais en pratique, c'est très gratifiant. Bon, après, forcément, il y a des combats politiciens qui ne sont pas très nobles, mais dans lesquels, parfois, on est obligé de passer. Et justement, je voudrais parler de ça, des combats plus politiques de l'UMP aujourd'hui. L'UMP est en train d'être refondé, reconstruit, avec Nicolas Sarkozy à sa tête. Et est-ce que justement, c'est pas ce qui manque à l'UMP aujourd'hui, un grand projet, des grandes idées pour faire vraiment avancer les choses? Parce qu'on a eu la guerre des chefs entre Jean-François Copé et François Fillon. On a aujourd'hui une possible guerre entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, même si en vérité elle n'existe pas vraiment, mais c'est ce qui se dit dans les médias. On parle de cette future guerre des chefs. Donc est-ce que justement... Faites pas Wikipédia pour ce qui se dit dans les médias. Non, non. Est-ce que justement, ils n'ont pas à l'UMP une idée, un projet, une vraie... D'accord, mais on est passé, on a eu, depuis 2012, des grosses secousses à l'UMP. Elles ne vous ont pas échappé. Il y a eu beaucoup de bagarres, beaucoup d'attaques entre nous. On passait le temps... L'avantage, Nicolas Sarkozy a été élu président de l'UMP, c'est que là, depuis qu'il a été élu, vous n'avez plus de guerre fratricide. Il n'y en a plus un qui va aller s'attaquer aux voisins. Non, mais c'est déjà pas mal. Non, mais vous ne vous rendez pas compte. Parce que nous, on est dans l'interne, c'est déjà énorme.
La deuxième chose, de dire, il va peut-être y avoir une bataille entre Juppé et Sarko. Oui, mais on n'y est pas, peut-être, mais on n'y est pas. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a pacifié ce parti. Ce qui est quand même, pour un parti politique, si vous n'avez pas... Regardez, pour le Parti Socialiste, c'est très explosé. Les courants, les divergences, les personnes. Mais je ne suis pas campagne. Je ne suis pas campagne, je ne suis pas candidate. Je suis très à l'aise. Non mais, ce que je veux vous dire, c'est qu'un parti qui est explosé, divisé, c'est autant de temps perdu pour parler des idées ou d'un projet. Donc là, déjà, on l'a pacifié. Ça s'est passé en novembre, l'élection. Donc là, on est à 2 ans de l'élection présidentielle. Parce que le projet présidentiel, vous ne le faites pas en 3 semaines avec des think tanks, pardon pour votre âge, mais avec des projets élaborés par des jeunes sortis de grandes écoles et qui n'ont pas été confrontés ou à la vie ou à certaines situations très concrètes. C'est-à-dire que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas, vous ne sortez pas comme ça un programme, c'est comme quand vous dites, il faut réduire les déficits, supprimer ça, réduire ça, ok, bah vas-y, fais-le. C'est pas comme ça qu'on va. À un moment donné, il faut bien remettre à plat quels sont les enjeux et les priorités pour le pays aujourd'hui. La France de 2007, c'est pas la France de 2012, et la France de 2012, c'est pas la France de 2015. Et la France de 2015 ne sera pas celle de 2017. Donc pour nous, il nous faut une montée en puissance sur quelles sont les réformes prioritaires, quels sont les enjeux, quelle est la place de la France dans le monde aujourd'hui, quelle influence on a sur les aspects. Regardez la politique étrangère. On est parti en 2007, rappelez-vous, on réforme, on part de la Constitution européenne sur laquelle les citoyens avaient dit non, pour arriver au fameux traité de Lisbonne qui a été adopté. Et dans le traité de Lisbonne, parce que je me rappelle, parce qu'on l'a rédigé, on était très peu avec Nicolas Sarkozy, on crée un haut représentant aux affaires étrangères, en fait un ministre des Affaires étrangères européen. Pourquoi? C'était pour gérer le conflit israélo-palestinien. Parce qu'on se disait, 27 pays qui parlent de voix différentes sur ce conflit, c'est mieux de parler d'une seule voix. Mais aujourd'hui, qui parle du conflit israélo-palestinien? Il est à la marge. Quand on voit l'état du monde, quand on voit l'état de cette région, moi je suis allée en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, en Égypte, non mais c'est des chaos partout. Donc notre politique étrangère est obligée de se refonder, de se réévaluer à l'aune de ces nouveaux conflits, à l'aune de cette nouvelle configuration. Donc quand vous dites on sent qu'il n'y a pas de projet, ben, le projet il faut le travailler. Et d'ailleurs d'ici la fin de l'année, Nicolas Sarkozy l'a annoncé, c'est-à-dire que pour le début 2016, normalement on aura un socle idéologique du parti. Après, avec les primaires, chacun va pouvoir, à la marge, y déroger, et puis on partira sur les primaires. Évidemment. Donc, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous venez de parler du Moyen-Orient. La France a été touchée en janvier par des gros attentats. Ici, c'était vraiment à deux rues de nos anciens locaux, donc on a peut-être été encore plus touché, même si c'est un peu bête de dire ça, puisque tout le monde a été touché au cœur, je pense, par ces attentats. Et justement, quels sont les moyens de stopper le djihadisme? Les frères Kouachi étaient partis au Yémen, puis revenus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre Daesh, contre le djihadisme, contre le terrorisme? Là, le candidat pirate est monté, c'est déjà une chose. Mais qu'est-ce que concrètement on peut faire comme loi, comme avancée pour essayer de contrer ce phénomène? Alors moi j'ai été chargée par le Parlement européen d'un rapport que je dois remettre fin avril, avec des propositions et des recommandations qui sera voté pour cet été sur la lutte contre le terrorisme et toutes les propositions pour empêcher le recrutement par des organisations terroristes de citoyens européens. Parce que c'est effectivement ma fonction, ma mission au Parlement européen. Et puis, moi j'ai gardé des liens très forts avec le ministre américain de la Justice, qui est quelqu'un vraiment de grande qualité. Et donc, il m'a invité à Guantanamo il y a environ un mois, en décembre. Donc je suis allée visiter Guantanamo, parce qu'on a un vrai sujet avec Guantanamo en Europe, ne serait-ce que d'accueillir certains détenus qui restent à Guantanamo. Et donc sur ces sujets-là, évidemment, en fonction des déplacements et des voyages que j'ai pu avoir, en fonction des rapports que j'ai pu faire suite à mes voyages, en fonction du constat que j'ai pu faire à Guantanamo, moi j'ai été très... je suis très répressive. Je considère que sur les infractions, et notamment ce type d'infractions très lourdes, qui sont des crimes, moi je considère que la sanction doit être ferme
parce que la sanction pénale, elle a une vertu dissuasive, répressive, mais aussi dissuasive. Guantanamo, moi j'ai été... c'est un autre monde. C'est une autre conception de la justice, c'est une autre conception du droit, et même c'est une autre conception de l'enfermement. Parce que quand vous allez dans ces camps, parce que c'est une base militaire, en fait, Guantanamo, le camp de détention, est sur une base militaire, mais c'est une base militaire de vie, donc vous avez des écoles, vous avez les GI qui vivent là, et au bout de cette base, vous avez les camps de détention, qui au départ, je vous le dis, c'était sous des tentes, sous 30 degrés ou 40 degrés, donc c'était pas du tout adapté. Mais c'est assez effrayant pour des Européens, cette conception de la détention, de la répression et de la rétention. Et donc, suite à cela, ça vous donne, c'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, pour un responsable politique, c'est bien de voir ailleurs, de voir comment différemment, et souvent de débattre sur le sujet. Donc, comment on lutte contre le djihadisme? Et je pense que si j'avais les seules solutions, ça se saurait, et puis on les mettrait en place rapidement. Il y a plein de sujets attachés à ça. Pour lutter contre cette nouvelle forme de criminalité qui a évolué, je pense qu'il y a plusieurs aspects sur lesquels, qui vont moi être mes axes de travail sur le rapport que j'ai commencé. Un, c'est comment on empêche la radicalisation. Moi, je suis convaincue que les géants d'Internet doivent être attraits des responsabilités. Là, je sais que, par exemple, Google qui essaye de m'expliquer pourquoi on ne doit pas les sanctionner. Moi, je pense qu'ils doivent avoir une responsabilité pénale. Donc, évidemment, ils font du lobbying pour essayer de nous expliquer qu'ils ne sont pas rien, mais moi, je considère que les géants du net, ce n'est pas uniquement un tuyau. Ils ont une responsabilité en ce qu'ils diffusent. Il faut savoir que tout ce qui est sur Internet, c'est devenu le premier camp d'entraînement virtuel. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de jeunes partent et reviennent traumatisés. Parce qu'ils disent, mais c'est pas comme sur la vidéo qu'on a vue. Ça, c'est sûr, c'est pas Hollywood. Donc, il y en a beaucoup qui reviennent. Donc, mon premier axe, c'est effectivement comment lutter contre ces sites Internet et ces géants du net. Le deuxième aspect, c'est comment, parce que la radicalisation, cet aspect du djihadisme, en fait, c'est la radicalisation, pour la grande majorité, pour pas dire 90%, se passe en prison. Donc, on doit, moi je suis le premier garde des Sceaux à avoir signé un programme de déradicalisation en 2008, parce que je me suis inspirée en Angleterre. Ils avaient commencé, eux ils ont des programmes de déradicalisation, mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'en prison, il y avait une augmentation du communautarisme. Alors le communautarisme qui n'a pas d'effet terroriste, mais un communautarisme qui peut mettre en cause une cohésion nationale. Donc, c'est de mettre en place des programmes de déradicalisation en prison. Et puis, le troisième aspect du rapport que je souhaite, évidemment, sur lequel je souhaite travailler, c'est gérer les retours. Alors, moi, j'ai une petite différence, ne serait-ce que dans ma famille politique, certains disent qu'il faut leur interdire le retour, leur enlever les passeports. Moi, je pense que les frères Kouachi, si on leur avait dit attention, si vous faites ce que vous allez faire, on va vous enlever votre passeport. Ils n'en ont rien à faire, ils les brûlent eux-mêmes. Donc je pense que c'est un peu, là pour le coup, c'est du concept, c'est de dire, on leur enlève leur nationalité, ça va les empêcher de commettre des attentats. Donc moi je pense qu'il faut gérer les retours. Parce que dans les retours, vous avez deux aspects. Il y a ceux qui sont totalement traumatisés, qui reviennent, qu'il faut qu'on prenne en charge, et puis il y a ceux qui reviennent, qui sont totalement radicalisés, dangereux, qui à un moment donné, parce que ce sont des bombes à retardement, c'est plus de dire est-ce qu'ils vont commettre ou pas. Non, non, c'est à quel moment vont-ils commettre. Ce sont des bombes à retardement. Donc c'est ces trois aspects du rapport sur lesquels je travaille et sur lesquels je vais effectivement faire des propositions. D'abord, il y a des centres de déradicalisation qui existent en Europe, mais par exemple en Allemagne, ils ont une expérience sur la déradicalisation, parce que mes collègues allemands m'expliquaient que suite au nazisme, vous avez beaucoup de personnes qui n'avaient pas commis de crimes particuliers, mais ils avaient été tellement radicalisés qu'à un moment donné, ils sont dans un dédoublement de personnalité, et donc il y a des programmes de déradicalisation qui va jusqu'à leur donner une nouvelle identité. Tellement c'est les pratiques sectaires. Donc il faut s'inspirer de tous ces programmes, de tout ce qui se passe, essayer de mutualiser, parce que je veux vous dire, les terroristes profiteront toujours du manque de coordination au niveau européen. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est les déplacements réguliers ou en Irak. C'est-à-dire que le gouvernement irakien nous dit attendez, est-ce que vous pouvez venir nous aider parce que
nous on lutte contre vos djihadistes, parce que l'essentiel des djihadistes maintenant, de ces armées djihadistes, sont composés d'Européens et de citoyens européens. Donc eux nous disent, attendez, revenez parce que là nous on lutte contre les vôtres. Donc c'est plus complexe qu'on croit, mais c'est une mission intéressante, c'est une mission d'intérêt européen, d'intérêt national, mais d'intérêt européen. Et puis, ça permet pour certains de ne plus être dans l'angélisme. Voilà. Donc, certains disent oui, mais bon, attention, on peut les comprendre, attention de ne pas avoir trop de contrôle. Moi, je me bats pour qu'il y ait un PNR européen. Le PNR, c'est d'avoir tous les mouvements et les déplacements des personnes considérées comme sensibles ou signalées au niveau européen, mais aussi avec les pays tiers. Ça, chaque pays gère en fait son PNR, c'est-à-dire la liste des passagers. Il faut qu'on ait une mutualisation au niveau européen, parce que regardez la petite amie de Koulibaly qui est partie en Syrie, elle est partie par l'Espagne, on l'a su parce qu'effectivement, à un moment donné, on nous a donné un renseignement. Mais si on avait eu une mutualisation et un PNR européen, on aurait su tout de suite qu'elle était partie. Et qu'elle était partie par la Turquie. Donc il faut qu'on ait ce PNR européen. Le gouvernement, Bernard Cazeneuve, avec lequel on travaille, est tout à fait favorable à ça. Alors les socialistes en France sont d'accord, au Parlement européen, ils votent contre. Donc voilà encore de la cohérence sur laquelle effectivement on travaille. Et sur ces questions-là, c'est vrai qu'on a, vous parlez de l'Européen, mais à l'Assemblée nationale aussi, c'est vrai qu'il y a une sorte d'unité qui se fait autour sur la surface, du moins sur ces règles de sécurité envers le terrorisme. Très rapidement, après, on a chacun des partis qui a cette petite marge de manœuvre sur ce qu'on accepte ou non, sur les libertés, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, et je pense, même s'il est très détaché avec la loi Macron, est-ce qu'on est en train de se séparer un petit peu de ce vote de parti pour avoir plutôt un vote d'opinion et de réalité? C'est-à-dire, à un moment, le député, il va voter en sa bonne conscience sur si l'idée elle est bonne ou pas bonne, quel que soit le parti d'où elle vient, et on va arrêter un petit peu de faire une opposition systématique purement politicienne. C'est la loi dont je vous parlais tout à l'heure sur la prévention de la délinquance. Elle a été contestée quand on l'a portée, la gauche a voté contre, mais maintenant elle l'utilise, elle n'a pas abrogé. Regardez la rétention de sûreté. La rétention de sûreté, pourquoi j'ai souhaité porter ce texte? C'est-à-dire que la rétention de sûreté, ça concerne toutes les personnes qui purgent leur peine et qui, à l'issue de leur peine, on considère qu'elles sont encore dangereuses, mais on n'a pas d'autre choix que de les remettre en liberté. Donc comme magistrat, on se dit, ces personnes-là, on va les retrouver. Alors, le voleur de portable, c'est grave, mais c'est moins grave que le pédophile ou le violeur en série. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les tueurs en série ou les violeurs en série, vous voyez, Guy Georges, moi j'ai fait de la grande criminalité, de la criminalité organisée. Ces gens-là préfèrent ne pas avoir d'aménagement de peine, terminer leur peine et sortir tranquille. Ce sont des détenus modèles en prison, parce qu'ils n'ont aucune sollicitation ni tentation, mais dès qu'ils ressortent, et pourquoi j'ai souhaité porter ce texte, quand j'étais garde des Sceaux, souvenez-vous, j'ai eu une affaire où un type qu'on remet en liberté, dès qu'il sort, il a une petite valise avec une cordelette, chloroforme, pansement, et il est à la chasse pour trouver un enfant. Et il enlève un gamin de 5 ans, et on le retrouve évidemment, mais évidemment, l'enfant violé, et il venait de sortir de prison pour ça. Et il avait, je crois, 60 ans et quelques, et tout son parcours judiciaire n'est que sur ce type de fait. Donc, on vous dit, ce type est dangereux, mais il a fini sa peine, on ne peut pas le retenir. Et donc, je me suis inspirée de législation qui existe en Europe, c'est de dire, parce que vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à se soigner. On considère que c'est une atteinte à votre intégrité. C'est-à-dire qu'on dit, soignez-vous, il dit non, je ne suis pas obligé. Et s'il finit sa peine, on ne peut pas le contraindre. Donc nous, on dit, tant que vous êtes considéré comme dangereux, vous ne sortez pas. J'ai eu des polémiques, mais je ne vous dis pas ce que j'ai entendu. Et les débats étaient épouvantables, la presse était épouvantable, ça se déchaînait, et les débats au Parlement, je me souviens d'un échange que j'ai eu avec Robert Badinter en disant, votre loi, c'est une loi qui... en fait, qui va condamner quelqu'un, enfin, qui empêchera de sortir quelqu'un qui n'a rien fait, qui a une potentialité de faire. Et même si, en l'adoptant, elle concernera 0,1% ou 1% des crimes. J'ai dit oui, d'accord,
Mais si cette loi, elle empêche le viol d'un enfant, cette loi est utile. Parce que je veux vous dire, moi j'en suis rendu compte comme magistrat, mais aussi comme garde des Sceaux, si vous dites, écoutez, on pourrait avoir les outils, mais on ne le fait pas parce que c'est pas politiquement correct, ben, les gens vont se faire justice eux-mêmes. Et donc moi je n'ai pas envie de vivre dans un pays où les gens se font justice eux-mêmes. Mais on a aussi un sujet, c'est qu'on est un pays où la justice et la médecine, on a encore un peu de mal à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse avoir plus de soins en prison, parce qu'on a 20% de détenus atteints de troubles psychiques ou psychiatriques en prison. Mais les psychiatres nous disent on ne peut pas soigner en prison efficacement puisqu'ils ne sont pas dans la liberté d'adhésion. C'est-à-dire que le médecin, mais c'est une conception très, je vais dire, très française. Mais je pense que le soin est incontournable. Donc il faut que les criminologues, les psychologues, c'est les commissions de garde des Sceaux, ne disent pas cette personne est devenue pédophile parce qu'il a été violé, battu dans son enfance. Ok, c'est très triste. Moi j'ai besoin de savoir, est-ce que cette personne potentiellement peut recommencer? C'est ça qui est intéressant comme type de renseignement. Et donc, il faut basculer culturellement. Donc c'est ce que j'ai mis en place avec cette loi qui, par exemple pour les terroristes, moi j'ai discuté, j'ai eu une réunion avec les magistrats antiterroristes de Paris qui me disaient, là il y en a 2 qui risquent de sortir sur de grosses affaires de terrorisme, mais ils sont obsédés que par la volonté de commettre un crime ou un attentat. Et donc aujourd'hui, en tant qu'ancienne garde des Sceaux, la vision que vous avez de Mme Taubira, parce qu'elle est un petit peu à l'inverse de ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on essaye de... On n'a pas les mêmes, d'abord, on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas le même parcours politique, et on n'a absolument pas la même conception de la justice. Mme Taubira considère que la prison est criminogène, et donc de dire on va en prison, on sort pire qu'avant. Peut-être pour certains, mais c'est pas la réalité. Il y a quoi? Il y a 62 000, 64 000 détenus. Donc ça voudrait dire que tous ces détenus qui sortent sont que des récidivistes, ce qui est faux. Donc la prison, sinon le magistrat ne prononcerait pas des peines d'emprisonnement. La prison a quand même une vertu. Pour certains, on n'a pas d'autre choix que de les incarcérer. Mais le sujet en France, c'est pas de dire on est pour ou contre la prison, c'est de dire dans quelles conditions on incarcère et que fait-on des gens qui sortent. Donc 2 aspects, construire les prisons. Donc moi j'ai lancé des programmes de prison de construction assez importants avec par exemple... C'est un aveu d'échec de construire des prisons, ça veut dire que, alors pas forcément du problème judiciaire, mais presque encore en avant, c'est-à-dire de l'éducation, d'une politique sociale. Est-ce que construire des prisons, au final, c'est reconnaître un petit peu cette tort aussi, non? Quelqu'un qui est en prison, c'est forcément quelqu'un qui à un moment donné est en échec, ou personnel ou professionnel, il y a un échec quelque part. Sauf que, vous savez, quand vous êtes magistrat, sur la délinquance des mineurs qui augmente et qui est de plus en plus violente sur des tranches d'âge plus jeunes. Là, on est sur du 11-13 maintenant, on était sur du 16-18. Un jour, j'ai un débat avec Elisabeth Guigui, qui, je leur dis, sur la délinquance des mineurs, il y a un sujet, il faut absolument qu'on revoie les modes de sanction, les modes de prévention. Elle me dit, mais vous parlez des enfants, quand je pense à mon fils qui a 14 ans, je ne parle pas de vos enfants. Oui. Quand on met un mineur en prison, c'est qu'il a commis un crime. La carcération pour les mineurs, moi j'ai eu affaire à des mineurs criminels qui sont déterminés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au bout d'un moment, c'est pas la seule solution, c'est la prison. C'est que la solution est aussi la prison. C'est pour ça que moi j'ai mené un programme de fermeture de quartiers des mineurs, parce que c'est pas normal qu'on ait des quartiers de mineurs dans les prisons pour majeurs, et j'ai construit des établissements pour mineurs avec formation obligatoire, école obligatoire. Ces gamins-là, ils sont déscolarisés, ils sont pour la plupart analphabètes, donc il faut absolument mettre en place des programmes de réinsertion dans le cadre de leur incarcération. Parce que les quartiers de mineurs dans les prisons majeures, ils n'ont aucune obligation d'activité. C'est-à-dire, ils vont toute la journée dans la télé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités. Donc de dire la prison est un échec, ben, ça c'est sûr qu'on n'aime pas mettre les gens en prison. Mais à un moment donné, c'est l'ultime solution. D'ailleurs, le code de procédure pénale dit quand on a tout fait, mis en place toutes les autres mesures,
toutes les peines possibles avant la prison, il reste la prison. Alors, on va faire une petite transition, on passe maintenant aux questions de la salle parce qu'on va manquer un peu de temps sinon après. Le but du jeu, c'est d'échanger un maximum. Alors, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Voilà, allez-y. La première, c'est la plus difficile. Oui. La première, la plus difficile, et la dernière est la plus embarrassante. On va faire son micro, je pense que ça passera largement. Moi j'ai une question alors. Je voulais savoir vos ambitions pour 2017, si vous en avez. D'habitude c'est la dernière, celle-là non? Ouais, on en parlait là-dessus, les ambitions, et si vous avez déjà des contacts en préférence Oui, allez-y. dans les candidats potentiels. Les candidats potentiels, on les voit tous les jours. Ouais. Donc, sur les ambitions pour 2017, on risque de vous surprendre. Si on m'avait dit à 20 ans de dire, ben voilà, c'est quoi ton rêve ultime? Si je l'avais écrit, il aurait été en deçà de ce que j'ai vécu et ce que je vis. Donc, d'avoir des ambitions, il y a une chose est sûre, c'est que tant que la politique m'intéresse et qu'on peut faire des choses, j'ai intérêt. Maintenant, si demain c'est plus ça, je change. Moi, j'ai absolument pas. C'est-à-dire que j'ai pas de carrière. J'envisage pas. Pour moi, la politique, je l'ai jamais envisagée comme une carrière. D'abord, je ne dépends pas de la politique, ce qui est quand même une liberté pour moi assez confortable. Et puis, compte tenu de mon tempérament, souvenez-vous, à un moment donné, j'ai dit ce que j'ai pensé. J'ai dit quand ça n'allait pas, j'ai dit quand les choses ne se faisaient pas selon des valeurs ou des principes qui pouvaient correspondre à notre parti, mais qu'on ne les appliquait pas. Donc, c'est là-dessus. Après, pour avoir des ambitions, il y a une victoire. Donc, une victoire, si on n'a pas la victoire, les ambitions, c'est lutter. Donc, c'est déjà conduire à la victoire. C'est ce qu'on a fait en 2007. C'est quand c'est des moments assez magiques. Parce que quand on s'est mis, on était une petite dizaine autour de Nicolas Sarkozy quand on s'est lancé pour la campagne présidentielle en 2007. À aucun moment il y en a un qui s'est dit ouais alors si on gagne, toi tu vas devenir ministre, toi tu vas faire. Jamais. On s'est dit il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne. Mais on a été, mais alors un rouleau compresseur. On ne lâchait rien sur rien, contre personne. Moi je me souviens, on faisait, mais c'était très. D'abord, on dormait très peu, on était sur le pont tout le temps, on répondait à tout. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des campagnes très violentes. Je me rappelle, j'arrivais dans des salles, c'était horrible, on arrivait, il y avait des affiches de Nicolas Sarkozy, il y avait 3 gamins dessus. Allez faire une... on venait pour un débat, hein, donc ça m'était totalement à l'aise. Donc on est arrivé, et moi je me suis retrouvée, je me rappelle de Malines, j'étais allée pour 6000 personnes, et je croyais que j'étais au congrès du Parti Socialiste. Mais on y arrive. Parce qu'à un moment donné, on essaye de convaincre, on sort en tournage, mais c'est quand même assez magique. Mais on s'entendait bien, et on était une équipe très soudée. On s'est dit, il faut qu'on gagne, on discute après. Donc là, c'est pareil. L'objectif, alors après chacun son candidat, il faut qu'on gagne, on discute après. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que le parti s'appelle, qu'on a un nouveau parti d'Action-Net. Donc, nouvelle organisation. Donc, ça va encore. Nouveau nom aussi. Oui, nouveau nom. Nouvelle organisation, oui, enfin, le nom, honnêtement, pour moi, c'est secondaire. Ce qui va être important, ça va être l'organisation et le mode de la méthode de travail. Avec des instances dirigeantes, comment ça va se passer. Puis après, on va aller jusqu'à fin 2015 pour travailler sur le socle. Donc, le nouveau parti. Et 2016, ça va être l'année des primaires. Donc voilà, on a, à mon avis, très à l'aise. Après 2 campagnes présidentielles, on a envie d'en faire une 3e, ou à un moment c'est très physique aussi, c'est on va en parler de cet accident. C'est comme dans la vie. Est-ce qu'il y a encore l'adrénaline pour pouvoir tenir une campagne entière? Si on fait l'adrénaline, il faut arrêter tout de suite. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt au Parlement européen? Est-ce que vous avez envie de vous engager sur le socle européen? Ou le dire de revenir aussi sur la politique française, même si c'est lié. En politique, vous
vous devez tout savoir faire. Moi, je veux dire, quand vous faites une campagne électorale, quand vous soutenez un candidat comme Nicolas Sarkozy, après, vous pouvez tout faire. Tout. Donc, si vous voulez 2017, alors, une chose est sûre, c'est que 2012, ça n'a pas été 2007. Mais je pense que c'est comme dans la vie. Les choses, c'est jamais aussi bien la deuxième fois. Enfin, en politique. Parfois, ça peut être mieux. En politique. Est-ce qu'il y a une seconde question, une deuxième question? Oui, vas-y. Manuel Valls a dit récemment en fait, que le FN était son ennemi et il est assez représentatif du gouvernement. Et est-ce que le piège de l'UMP, ça serait pas que tous ceux qui sont contre le gouvernement soient tentés de voter le FN? Moi, je trouve que c'est une erreur tactique et stratégique majeure de dire que le Front National, c'est notre ennemi, de dire que le Front National, c'est pas la France, et que le Front National n'aime pas la France. C'est pas les responsables politiques qu'on insulte, c'est les Français qui sont derrière. Donc moi je trouve que c'est pas digne d'un Premier ministre de la France, qui est censé représenter tous les Français. Et donc moi là-dessus, je trouve que la stratégie de Manuel Valls est pas digne d'un Premier ministre. Et d'abord, la gauche est tombée dans le piège du FN, mais ça l'arrange, et elle nous pousse à tomber dans le piège. Il ne faut surtout pas y tomber. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une stratégie qui est suicidaire. D'ailleurs, à l'intérieur de... Vous avez vu que là ça commence, et je pense que dimanche soir, il y aura un petit règlement de compte au PS. Mais il commence évidemment à dire que c'est peut-être trompé de stratégie. Parce que pendant très longtemps, le Front National, le Parti Socialiste sortait toujours le Front National pour nous piéger, et comme ça mettait la droite en difficulté. Et donc plus vous faites monter le Front National, plus la gauche passe. Et là, c'est plus du tout pareil. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'est jamais, la deuxième fois, c'est jamais comme la première fois. Et donc là, finalement, ils se sont fait aussi un peu piéger par le FN, parce que je pense qu'il y aura une petite hécatombe dimanche. Donc ça veut dire que la stratégie n'a pas été payante. À nous de ne pas tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas à être co-auteur du sauvetage du PS. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Et moi je trouve qu'un parti qui est considéré comme légal, on peut, moi je combats leurs idées, je combats leur idéologie, mais de dire ils n'aiment pas la France, c'est choquant. Parce que moi je rencontre des gens qui votent pour le Front National, et de plus en plus. Mais c'est pas un électorat homogène, c'est pas que des racistes, fascistes. Non mais moi je veux dire, là où on se trompe, certains disent mais pourquoi je ne comprends pas pourquoi vous ne démontez pas le programme du Front National pour inciter, pour bien rappeler aux électeurs que le programme du Front National est un programme qui nous mène dans le mur. Je dis, alors, donc ça veut dire que vous ne rencontrez pas beaucoup de Français, et encore moins de Français qui votent le Front National. Donc ça veut dire que beaucoup de politiques sont hors sol. Pourquoi? Moi je rencontre des Français qui votent Front National, qui me disent, non mais attendez, on a eu la droite, ça n'a pas été terrible. On a la gauche, c'est dramatique. Donc on manifeste, vous ne nous entendez pas, on essaye, on appelle au secours, vous ne nous voyez pas. Ah, mais on a compris, le seul truc qui vous emmerde, c'est qu'on vote FN. Ah ben on va bien voter FN. Donc si vous leur dites, ah oui, mais attends, mais tu sais, le Front National a dit qu'il faut sortir de l'euro, que l'Europe... Je dis, attends, mais de quoi tu me parles? Moi, je veux vous emmerder parce que vous avez trahi. C'est pas un vote d'adhésion pour vous. Non, mais il y a un vote d'adhésion, forcément. Mais il y a quand même des gens aussi qui veulent bien vous faire payer la facture. En disant, ah, vous pensiez qu'on maintenant, sur le Front National, vous allez nous empêcher de passer à l'acte. On va passer à l'acte. Et donc, c'est un avertissement violent pour la classe politique qui s'est partagée le pouvoir pendant 30 ans. Et quand vous dites, moi j'entends écouter les débats politiques en disant, oui, il faut bien dire que le Front National qui veut qu'on sorte de l'euro, si on sort de l'euro, bah, si vous avez une petite épargne, si on revient au franc, vous avez perdu votre épargne. Et moi, je me retrouve à dire ça à une personne, je me dis, madame, je n'ai pas d'épargne. Je gagne 1 000 € par mois, donc je ne sais pas où elle est l'épargne. Alors, l'argument, tu le gardes pour ceux qui ont une épargne. Du coup, ça m'a calmé. Donc, ces arguments-là, c'est des arguments
de petits microcosmes. Il y a une personne qui est comme ça déterminée et qui dit de toute façon moi je voterai FN pour montrer que je suis pas d'accord. C'est une personne comme ça, comment le... Justement, c'est de leur dire, oui, on en est conscient. Et là, maintenant, c'est tout l'enjeu de l'UMP et de la droite, c'est de dire comment on fait un contrat, j'allais dire de confiance, mais en tout cas d'engagement, on va dire, voilà, les 3 réformes qu'on va faire, on va les faire. Si on ne les fait pas, on revient devant vous, on vous explique pourquoi on ne les fait pas. Parce que de dire, moi je l'ai vu quand vous êtes politique, quand vous êtes au pouvoir, vous pouvez avoir un programme et à un moment donné, la conjoncture, la crise financière de 2008, personne ne l'avait prévu. Donc vous êtes obligé de vous adapter. Et là, il faut expliquer aux Français en disant, on avait dit qu'on allait faire ça, là on est limité parce qu'on a une crise financière, je suis un homme d'État, et comme homme d'État, j'ai une responsabilité qui est la vôtre, parce que je vous ai à ma charge, vous êtes de ma responsabilité, donc en responsabilité, cette réforme, je la diffère et je fais celle-là. On l'a mal expliqué avant 2012. On l'a mal expliqué, puis quand à un moment donné on a essayé sur une réforme, on l'a fait, puis on l'a fait pas. Moi je vais vous dire, la formation professionnelle, on avait dit qu'on allait réformer, on l'a fait à moitié. La carte scolaire, on devait la supprimer, on l'a à peine fait. Rappelez-vous, sur le bouclier fiscal, il y a eu une hésitation. Donc, on n'a pas eu visibilité sur certaines réformes. Donc maintenant, c'est de dire, il faut être très clair, quels sont les enjeux, quelles sont les priorités, voilà ce qu'on peut faire. Et puis, tu sais, être éprouvé, François Hollande l'a découvert à son insu, exercer le pouvoir, c'est pas être dirigeant du Parti Socialiste. Hein. Être président de la France, c'est pas gérer les petits courants autour d'un petit buffet en disant oui, c'est bon, t'auras une investiture ou pas. Non, c'est autre chose que de diriger la France. Hein. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question à droite tout à l'heure. Non. On parlait du piège du FN dans lequel tombe la gauche, et autant la gauche que la droite, on remarque qu'il y a une grosse faiblesse dans le débat politique actuel en France, et que les idées, malheureusement, sortent du Front National, et que ce qui agite la sphère politico-médiatique, ce sont les idées du Front National, les paroles du Front National, les pics du Front National, et que vous réagissez à ça, vous, pas personnellement, mais les familles politiques de gauche ou de droite d'ailleurs, réagissent à ça, mais n'agissent pas en amont. Et au-delà de cela, qu'est-ce que vous répondez à un jeune comme moi qui a 23 ans, qui est diplômé dans 6 mois, qui ne vote plus, parce qu'il n'a plus aucune confiance dans la classe politique de son pays? C'est tout le sujet de départ, c'est de dire est-ce que c'est une solution de ne plus voter? Non mais, est-ce que c'est une solution? Moi je ne le pense pas. Non mais, je pense, vous pouvez voter un autre parti, vous pouvez voter blanc, parce que ça peut être comptabilisé, mais moi je trouve que c'est pas mal d'avoir, parce que tant que le vote blanc, c'est pour ça que certains ne sont pas très favorables à rendre le vote obligatoire, parce que le résultat serait assez violent pour la classe politique. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, je pense que quand on est un citoyen, on est dans un pays comme la France, où l'école est gratuite, enfin, je caricature, je force un peu le trait. L'école est gratuite, les soins sont gratuits, on a des services publics. Franchement, moi, pour voyager en Europe et bien au-delà, je suis bien contente de vivre en France. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, par exemple, le rêve américain, moi, ça ne me fait pas vraiment rêver. Pourquoi? Oui, sans doute que si vous avez une deuxième chance, vous avez intérêt à être en bonne santé, à être solide, avoir les reins solides et avoir, j'allais dire, la santé qui va avec. Parce que quand vous voyez, moi j'étais très frappée, par exemple, ne serait-ce que au péage, regardez bien le personnel très âgé. Il y a de plus en plus, j'ai emmené ma fille à Disney World, beaucoup de personnel du restaurant, très âgé, ça m'a frappé. Pourquoi? Parce que pas de retraite, pas de protection sociale, les gens sont obligés de travailler beaucoup plus longtemps. En Allemagne, on se gargarise du modèle allemand. Moi, le modèle allemand, c'est pas, pardon pour les Allemands qui sont dans la salle, mais moi, c'est pas mon rêve non plus. Vous savez, ce qu'on appelle les mini-jobs, les jobs à 1 €. Vous imaginez ça en France? Moi, je pense qu'il y a des abus sans doute dans le modèle social, qu'il faut sans doute remettre à plat, parce que le modèle social qui date du Conseil national de la résistance après la Deuxième Guerre mondiale, il doit être réadapté, parce qu'on n'est plus sur la même population. Mais le job à 1 €, les chômeurs de longue durée ne sont pas comptabilisés. Donc on dit qu'il n'y a pas beaucoup de chômage, il y a beaucoup de gens exclus, une pauvreté qui s'est accrue, et puis beaucoup de retraités cumulent 3 jobs à la fois. Donc on est quand même dans un pays assez protégé par des amortisseurs
que l'État assure. Donc quand même, le pays est un grand pays, puisqu'on a des valeurs, puisqu'on a quand même un système de protection. Quand je dis protection, c'est pas que sécurité sociale, remboursement des médicaments, des choses comme ça. C'est un pays très protecteur. Mais pour préserver cette protection, il faut se battre. Il faut accepter qu'il se renouvelle, qu'il se refonde pour garder cette protection. Et puis il faut aussi être engagé. Moi, si tous les jeunes, évidemment, votent plus, quand vous avez des villes, moi, en Seine-Saint-Denis, vous avez des villes qui sont de 20 000, 50 000 habitants, 2000 votants. Le maire est élu avec 2000 personnes. Vous imaginez, alors, il fait ce qu'il veut. Et après, pour un élu, il se dit, bah, de toute façon, mon électorat, mon cœur d'électorat, c'est 2000 personnes que je connais, le reste, je m'en fiche. Moi, c'est pas ma conception de la politique. Donc ça, c'est de dire, on réagit aux propositions du FN. Donnez-moi les propositions du FN, c'est pas vrai. C'est le FN qui fait campagne sur notre porte-bagages. Parce que quand on parle d'eux toute la journée, Marine Le Pen, honnêtement, elle n'a rien besoin de dire, elle est sur notre porte-bagages. Donc il ne faut juste pas accepter qu'elle monte sur le porte-bagages. Donc le seul moyen pour pas qu'elle monte sur le porte-bagages, c'est de dire, voilà ce que nous on propose, voilà où on s'est planté, voilà ce qu'on a envie de faire, voilà comment on aime notre pays, voilà les fondamentaux, voilà la valeur ajoutée, voilà ce qu'est ce grand pays. Oui, mais on ne l'entend pas, parce que tout le monde tombe dans ce piège-là. C'est, oui, d'accord, d'abord, je ne suis pas responsable de tout, mais il y a quand même quelques voix. J'entendais ce matin Retailleau, qui est le président du groupe UMP au Sénat. Il dit un truc très juste, il dit, ce qui est dommage, on est à la veille de l'élection départementale, il dit finalement, la première victime de cette élection départementale, c'est le département lui-même. On n'en a absolument pas parlé. Les gens ne connaissent pas les compétences, ne savent pas à quoi ça sert, et c'est une campagne, comme les candidats ne sont pas connus, finalement on ne l'a pas incarné. Alors qu'on aurait dû justement rappeler au niveau national, les élus nationaux que nous sommes, l'importance du département, l'importance des compétences, et dire, laissons les candidats locaux faire leur campagne locale. Je pense qu'on a fait le truc à l'envers. Et là où vous avez raison, ça désintéresse tout le monde. Pensez que quand quelqu'un a 23 ans, quand il entend sur les élections départementales, est-ce qu'il y en a un qui a retenu son tel département? Moi j'ai dit, au conseil d'État, il y a des gens qui disent, mais alors à Paris on vote quoi? Ah non, mais à Paris on vote pas. Donc, vous voyez, donc il y a de la désinformation, de la non-information, et la seule information que nous ayons, c'est Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen, Front National, Front National, Front National. Puis eux, ils sont tranquilles, ils sont 4, il n'y a pas de division, ils sont 4, ils font tous les plateaux. Nous, on est 122, donc on est moins visible, hein. C'est pas de cohérence. Donc eux, ils sont 4, on dit oui, mais ils ont une cohérence, ils sont 4. C'est sûr, c'est plus facile à 4. Hein. Vous disiez tout à l'heure qu'à un moment il fallait accepter d'être trompé. Est-ce que le mea culpa est difficile à faire, et particulièrement de dire on entend peu de gens, peu de responsables politiques et de dire on s'est trompé, on n'a pas dit parce que justement, je souhaite que certains d'entre vous s'engagent en politique et soient élus. Parce qu'on peut dire qu'on s'est trompé. C'est facile, certains ne veulent pas, n'acceptent pas. Parce que vous ne vous rendez pas compte aussi quand vous êtes élu, on dit ouais, j'ai voté pour toi, t'as pas fait ça, c'est pas, je ne vote pas pour toi. C'est pas comme ça la politique. Il y a des choses sur lesquelles on s'est trompé, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas terminé, ou des choses sur lesquelles on n'a pas pu faire puisque les circonstances ne le permettent pas. En plus, le quinquennat complique la donne. Quinquennat, vous avez une élection de président et de député, et après tous les ans élection. Moi j'étais en campagne tout le temps. Si c'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est pas pour les autres, c'est pour moi. Si c'est pas pour moi, c'est... Non mais, donc on est en campagne tout le temps. Regardez, depuis 2007, on a une élection par an. Donc quand vous avez une élection, je vous le dis, à l'approche des élections, tout est paralysé. Donc vous perdez du temps. Là, on perd avec ces élections départementales. Là, vous allez voir, à partir de dimanche soir, on va commenter encore pendant des semaines les retours d'élections. Été, et hop, on attaque les régionales. Les régionales, et après, hop, les primaires, et c'est fini, c'est la présidentielle. Donc aussi, les échéances électorales handicapent aussi l'action politique. Moi, je pense qu'il faudrait faire un système, pas l'américaine ou sur un système allemand, d'avoir concentré ou regrouper des élections. C'est qu'on ait un peu de temps de respiration pour mettre en œuvre un politique cohérent.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question en première rang. Oui. Question peut-être moins profonde que mon collègue. Mais je voulais juste savoir ce que vous pensiez de la loi Macron. Est-ce que c'est pas un peu une loi de droite qui est contestée par la droite juste parce qu'elle vient de gauche? Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Ici, je suis tout à fait bien. Non, c'est l'histoire de droite-gauche, comme ça. Non, mais c'est une loi, il y a des dispositions dans cette loi qui sont intéressantes et que, d'ailleurs, qu'on a reconnues nous-mêmes, mais c'est une loi, c'est 100 articles, plein d'amendements, c'est une loi forte. Il y a le travail du dimanche, il y a les prud'hommes, je ne sais pas si vous avez regardé les principaux points, il y a de tout là-dedans. Il y a les greffiers, les tribunaux de commerce, il y a tout. Donc il y a des dispositions qui sont intéressantes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et puis, quand vous vous rendez compte dans le monde dans lequel on vit, on est en train de se battre et de s'écharper en disant est-ce qu'on travaille 5 dimanches ou 7 dimanches? Ça prend des semaines. Mais c'est un débat. 5 dimanches ou 7 dimanches? Donc des débats comme ça. Donc finalement, la loi Macron, elle a peut-être des dispositions qui sont intéressantes, mais il y en a d'autres, franchement, qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire dans cette loi. Il y a peut-être des dispositions beaucoup plus fortes à avoir sur le droit du travail, sur le contrat de travail, sur l'apprentissage. Je vais vous donner un exemple qui est très précis, et je vous dis qu'on n'y arrive pas. Nous, on avait dit que la formation professionnelle, ça serait bien de réformer. La formation professionnelle, c'est 32 milliards d'euros. C'est un fonds qui est dédié à la formation professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez vous former, vous travaillez, vous êtes n'importe quoi, vous êtes secrétaire, vous pouvez devenir assistant de direction, c'est la formation. Et on s'est rendu compte que dans ces 32 milliards, ça bénéficiait exclusivement aux gens qui avaient déjà un job et cadres supérieurs. Ces 32 milliards doivent être dédiés aux décrocheurs scolaires, aux jeunes sans formation, sans qualification, aux gens exclus du travail depuis très longtemps, aux femmes qui, par exemple, ont élevé leurs enfants et qui, au bout de 3 enfants, disent « je vais reprendre une activité professionnelle qui ne trouve pas ». Voilà où on devrait flécher les 32 milliards. C'est très simple à faire. Très simple. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que les organismes de formation font un lobbying énorme, parce que vous avez beaucoup d'élus qui ont des boîtes de formation. Donc ils ne veulent pas qu'on touche à cette petite rente. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de former un cadre super plus 5 que de s'emmerder à former à quelqu'un qui est décrocheur scolaire, où il faut prendre de l'énergie, du temps. Il faut déjà lui dire, bon mon gars, déjà, tu reviens, tu mets pas un anorak, t'enlèves ta casquette pour bosser, tu mets une cravate pour... Non, je le fais parce qu'il y a des jeunes qui m'écrivent en disant, tu peux m'aider à trouver un job, d'accord. T'es inscrit à la mission locale, non, pour l'emploi, non. Déjà, il faut aller s'inscrire. Après, ils viennent, ils se vautrent sur ma chaise. Je dis d'accord, alors si évidemment, moi je dis, si tu viens pour un boulot et tu t'es vautré sur ta chaise, peut-être ça ne va pas le faire. Donc tout ça, ça fait partie de cette formation professionnelle. C'est pas une caricature, ça existe. Et puis vous avez des femmes, par exemple, qui ont élevé des enfants et qui se retrouvent en disant, je reprends une activité. Elles sont en stress total, elles ne sont pas sûres d'elles et tout. Sur pour un employeur, elle n'est pas très sûre d'elle, donc je ne vais quand même pas l'embaucher. Donc ici, tout ça fait... On pourrait mettre ces 32 milliards sur ces gens-là. Vous savez, la France, c'est 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres. La 5e puissance mondiale. Donc, on a un sujet. Enfin, donc, par exemple, ces 32 milliards, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'on ait le courage de dire il faut arrêter. Et ça ne demande pas des débats, ça demande pas... C'est très facile à faire. Merci. Donc sur la loi Macron, bien sûr qu'il y a des dispositions qui sont intéressantes, mais vous ne pouvez pas voter une loi de 100 articles, il y a de tout là-dedans. Une toute dernière question pour... non mais allez-y, je ne veux pas vous aider. Juste rapidement pour l'avenir, si demain vous étiez présidente, quelles seraient vos 3 mesures phares? D'abord, de supprimer le collège unique. Et aujourd'hui, vous avez 2 choses. Le collège unique, qui est le premier contact de l'enfant avec la vie sociale. Parce que l'école primaire, c'est les fondamentaux, on apprend à écrire, à compter, à s'orienter dans l'espace, pardon, c'est du vécu, parce que j'ai une petite fille de 6 ans. Donc c'est les repères dans l'espace, toute l'école primaire sert à ça. 6e, on est dans l'autonomisation de l'enfant. Donc d'abord, il a un agenda,
il gère ses heures de cours, il fait ses devoirs, il prend des notes. Donc c'est le premier contact avec la socialisation. Et vous savez que on a aujourd'hui 20%, c'est avéré, 20% d'enfants qui arrivent en 6e totalement illettrés et 40% qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. Et ça, comment on ne les a pas détectés? On les traîne comme des boulets jusqu'en 3e. Et en 3e, on leur dit, bon, les gars, vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas compter, c'est mal parti, il y a peut-être un peu de CAP, BEP qui peuvent peut-être vous convenir, et puis ceux qui ont des familles un peu privilégiées, ça aide, puis ceux qui n'ont pas ça, hop, dehors. Et on les retrouve, décrocheurs scolaires, totalement paumés. Donc, moi je pense que le collège unique, on n'a pas des enfants uniques. C'est vrai. C'est un modèle pour des enfants privilégiés. Le collège aujourd'hui privilégie la reproduction sociale et plus la promotion sociale. Là-dessus, on a la carte scolaire. Donc collège plus carte scolaire. Donc vous retrouvez, donc, comme on a des territoires qui sont totalement désocialisés, paupérisés, donc vous retrouvez la cage d'escalier dans la classe. Donc d'abord, cage d'escalier à problème, dans la classe qui cumule les problèmes. Donc moi je suis pour la suppression de la carte scolaire et qu'on ait une carte scolaire fondée sur des critères sociaux pour favoriser la mixité sociale, et sur le collège de pouvoir l'adapter avec de l'aide de devoir un peu plus personnalisée ou par groupe, de dire ça sert à rien, parce que ça sert à rien de faire des devoirs au collège pour tous les enfants partout. C'est de dire, on détecte sur quels sont les enfants qui ont des difficultés en maths, en français ou autre, on prend un prof, et on dit, le lundi c'est maths, mardi c'est français, et c'est facile, on l'a expérimenté dans les Hauts-de-Seine. Donc ça marche très bien. C'est comme les internats d'excellence, quand j'étais magistrat, c'est moi qui ai eu cette idée qu'on a lancée, c'est de dire, faisons des internats de proximité. Je m'explique, c'est de dire, c'est des enfants souvent de familles monoparentales, où les gamins rentrent de l'école, la mère elle bosse, et quand elle rentre pour faire les devoirs de maths ou de calcul, franchement, ou elle ne connaît pas, ou elle est assez épuisée pour ne pas le faire. Et donc les gamins sont totalement paumés, les parents sont totalement déconnectés, donc on avait dit, faisons des internats d'excellence à proximité, ça sert à rien de les envoyer à 500 km, ils ont 10 ans, ils ont 11 ans, ils auront quand même besoin de leur maman à proximité. Donc on a fait cette expérimentation, c'est de prendre des structures, pas très loin de la maman. La semaine, ils restent à l'école et l'internat. Le mercredi, la maman peut le récupérer, ou aller le voir, et le week-end, elle le récupère à 2 pas. Elle ne prend pas un billet de train pour aller au fin fond du Cantal, parce que les places d'internat, généralement, c'est toujours dans les territoires reculés. Et donc, on a fait des expériences, ça marche très très bien, avec l'aide aux devoirs très ciblés. Donc ça, on peut le mettre en œuvre. Et la carte scolaire, on parle de mixité sociale, on se gargarise de ça, c'est comme les valeurs de la République. Vous entendez, tout le monde parle de valeurs de République, on ne sait même pas ce que c'est. Mais ça fait bien. C'est toujours très chic de dire les valeurs de la République, ça fait chic. Ça fait républicain, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave. C'est comme de dire, oui, moi, mon parcours, qui est une origine étrangère, c'est devenu, pendant longtemps, il fallait gommer son origine étrangère, maintenant c'est très chic de dire on a une origine étrangère. Donc moi, j'ai du stock. Mais ce que je veux dire, donc, on supprime le collège unique, on revoit la carte scolaire sur d'autres critères, et puis, moi, il y a une chose sur laquelle il faudrait un jour, parce que ça gêne de dire, il faudrait qu'on crée une filière d'apprentissage dès 14 ans. Mais pas la filière d'apprentissage par défaut, genre, bon, t'es trop nul, fais le CAP de chaudronnerie, ça sert à rien, mais bon, ça occupe. Sauf qu'après, le coût social est plus élevé. Mais de faire une filière d'apprentissage dès 14 ans, avec une valorisation des métiers, et ça, on le raccrochera avec quoi? Le bac professionnel, le bac technologique. Et maintenant, ça, on l'a beaucoup développé, nous, c'est les passerelles entre les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, entre la fac et Sciences Po, par exemple. Ça, moi, je vais travailler beaucoup avec Richard Descoings sur ces sujets. Les sujets d'éducation, c'est vraiment des sujets intéressants, et on peut le faire, parce que c'est vraiment sur du volontarisme politique. Donc ça déjà, donc, supprimer le collège unique, revoir la carte scolaire, créer la filière d'apprentissage à 14 ans. Les décrocheurs scolaires doivent être signalés au recteur obligatoirement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et d'obliger le recteur, avec le conseil régional, de proposer une formation adaptée, financée par les 32 milliards de la formation professionnelle.
Et puis, la troisième mesure qui serait intéressante, c'est de supprimer le CDD, le CDI, les contrats, emploi, solidarité, tout, les trucs. Moi, je veux dire, comme employeur, c'est absolument... Donc, contrat de travail unique avec droit progressif. Ça sécurise l'employeur, ça sécurise le salarié. Plus on augmente dans la qualification et dans l'ancienneté, les droits sont progressifs. Et comme ça, on évite tous les litiges, mais aussi tout le monde est rassuré. Parce que le contrat, par définition, c'est pour sécuriser. Et à la fois, on n'a jamais vu autant une explosion de contentieux dans les prud'hommes. Donc ça veut dire que le contrat n'est pas sécurisant, ni pour l'employeur, ni pour le salarié. Donc supprimer tous les contrats qu'on a dans tous les sens, contrat de travail unique avec droit progressif. Voilà à peu près, enfin, il y aurait plein de choses, il y aurait plein d'autres choses, mais moi je pense que ces sujets-là sont importants. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je pense du coup qu'on va s'arrêter là et voir toute la population masculine de la salle commencer à traiter en disant que le match de Ligue des Champions va bientôt commencer. Surtout qu'en plus, il y a un grand enjeu pour Arsenal ce soir. C'est quoi ?